Merci d'être resté avec nous. Bleu, bosse, rhumatisme, migraine. Pour chacun de ces bobos du quotidien, de ces douleurs récalcitrantes, il existe une plante adaptée. Grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, eh bien, elle soigne les rhumatismes. Ce sont le lierre grimpant ou, par exemple, Marina, ça ne nous aura pas échappé, la camomille. Non, et d'autres sont parfaitement indiqués pour les bleus et les bosses, c'est l'arnica. Enfin, les migraines et le mal de dents ont aussi leur remède à consommer en usage interne, la menthe, la verveine, le clou de girofle, non, alors pas leur pareil, pour venir à bout de ces sensations désagréables. Qu'est-ce qu'on est bon quand même en plantes, hein. Pour répondre à vos questions sur ces plantes et la façon de les utiliser, deux invités qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous. Thierry Thévenin, qui est producteur herboriste bio de plantes médicinales, bonjour. Bonjour. Et Laurent Chevalier, médecin botaniste et nutritionniste, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et on commence avec les premières questions. Les principes actifs de la caféine atténuent-ils le mal de tête? Alors, ils peuvent effectivement... C'était les traitements de la migraine avant. Oui, c'était le traitement de la migraine. En même temps, pour d'autres douleurs, si vous voulez, ça peut exacerber un petit peu la nervosité, ça peut exacerber un peu le stress. Donc, et finalement, on fait attention. Mais par exemple, vous voyez, pour les douleurs prémenstruelles que peuvent avoir les femmes avant les règles, le fait de prendre de la caféine peut majorer un petit peu les troubles. Par contre, pour les migraines, effectivement, à un moment donné, donc on manie ça avec précaution. Et la caféine, on la prend comment? On prend des petites graines de café, c'est tout? Le café, bien sûr, on contient. Il y a d'autres plantes aussi qu'on contient. Kawa. Oui. Kawa, voilà. Ça se trouve pas en France. Hein. Kawa. Hein, la kawa. On ne trouve pas ça en France. Le guarana, enfin toutes ces plantes-là peuvent en contenir. Moi je pense qu'il faut, d'une manière générale, il faut quand même faire attention avec la caféine. Après ça, c'est un problème qu'on peut avoir de surdosage, accélération cardiaque, etc., etc. Notamment chez les jeunes, il faut quand même faire attention à ça, quoi. Je crois que sur les histoires de migraine, en termes de plantes, d'abord on a des médicaments classiques qui marchent bien comme le triptan. C'est une question. Je souffre de migraine depuis des années. Est-ce qu'il y a des plantes peu connues qui pourraient me soulager? La grande camomille, par exemple, aussi. Pourquoi chercher des plantes peu connues? Il y a aussi les plantes connues finalement, et si elles sont connues, c'est peut-être pas un hasard. Donc effectivement, la grande camomille. Grande camomille. Donc camomille, c'est un peu un fourre-tout. Il y a toutes sortes de plantes qu'on appelle grande camomille. Donc c'est pour ça que souvent, quand on veut trouver la plante, c'est mieux d'essayer de prendre son nom scientifique. Donc c'est un nom un peu barbare, c'est Tanacetum parthenium. Oui. Et ça, c'est la grande camomille. C'est vrai que c'est un bon... Et la grande camomille, ça se prend en quoi? En tisane? En tisane. En tisane. Et même ce qu'on peut faire, donc, quand on est vraiment un migraineux, c'est une partie de la tisane, la garder pour mouiller une compresse. Et on s'allonge au calme, on pose la compresse sur le front et on laisse la plante aussi agir. Ça agit aussi de cette manière. Ah, ça peut passer à travers la peau. C'est encore plus efficace que de simplement boire. Oui, la peau, c'est une porte d'entrée pour... Oui, on sait que c'est le principe des patchs. Finalement, c'est un patch à la tisane. Ouais. Et concernant les migraines, pour terminer sur les migraines, il y a quand même 16% des femmes qui souffrent de migraines et que 6% des hommes. Donc il y a aussi une composante hormonale, estrogénique, dont il faut tenir compte. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure pour les plantes aussi dans les syndromes prémenstruels, donc il faut prendre anti-estrogénique. Pardonnez-moi de revenir sur ces histoires de compresses, mais est-ce qu'on peut faire ça, ce principe galénique, avec toutes les tisanes? Est-ce qu'on peut prendre une compresse, mettre ça et le passer quelque part sur la peau? Enfin, on peut, mais disons que ce qu'on peut faire aussi, qui est assez efficace dans les migraines, ça peut être de se masser les tempes aussi, par exemple, avec un peu d'huile essentielle de menthe. Alors l'huile essentielle de menthe, il faut toujours faire très attention par voie orale. Ah non, c'est la lavande que vous adorez. C'est vrai. Mais là, il y a menthe aussi, il y a le baume du tigre là où qu'on se met ici, ça marche, hein? Oui, alors il faut prendre des baumes du tigre qui n'ont pas trop d'additifs, pas trop de choses comme ça, parce que des fois on rajoute beaucoup de choses. Mais disons que l'huile essentielle de lavande peut aider, mais il faut faire attention, pas par voie orale, je dis bien en massant les tempes, quoi. Donc les huiles essentielles peuvent être utiles, elles sont diluées, elles peuvent être utiles. Et les tisanes de temps en temps. Alors sur l'huile essentielle de menthe, c'est pas anecdotique, c'est arrivé à plein de gens. On peut au contraire se provoquer une migraine si on en met trop. Et si on en absorbe. Non, même en mettant sur les tempes. Si tu mets une goutte, normalement ça suffit. Et on en met vraiment très peu. Mais si on surdose, si on se tartine le front de l'essentiel de menthe, on va avoir exactement l'effet inverse. Effectivement, on fait très attention. On reste juste sur ce syndrome prémenstruel, puisqu'on l'évoquait. Les plantes anti-œstrogéniques, c'est quoi? Alors on a le gâtillier, et puis l'achillée millefeuille. Là Achillée millefeuille, ou Achillée millefeuille, enfin on peut le prononcer comme on veut. Non, prononcez-le bien, parce que sinon on est un peu perdu. Pas, millefeuille, on a bien compris. Le gâtillier, c'est la plante phare un petit peu pour ça, et qui a beaucoup d'efficacité. Pareil en infusion? En infusion, moi j'ai tendance à le donner plutôt en gélule. Et donc parfois les femmes sont vraiment transformées avec ça. Et vous allez chez le pharmacien qui fait un peu de phyto et vous lui demandez des gélules de... Là c'est chez le pharmacien effectivement. Gâtillier. De gâtillier. Et de
Et de Achille talon. Et donc pour le gâtillier, on a des préparations et puis on a même des préparations qui existent. Donc là, en l'occurrence, directement chez le pharmacien et qui ont une réelle efficacité. Et là, on n'a pas besoin d'ordonnance parce que tout ce que vous nous dites là, sous forme de les tisanes, bon, on comprend. Mais après, si vous voulez, il faut quand même voir donner conseil aux médecins par rapport non seulement à la posologie, mais à la durée. Le pharmacien peut vous donner conseil aussi. Ah, le pharmacien peut aussi donner conseil, bien sûr. Et puis éventuellement au traitement qu'on a, aux pilules qu'on prend, etc. Voilà. Il faut peut-être mieux voir. Voilà. Donc ça, de toute façon, d'une manière générale, pour les plantes, on fait attention à ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut prendre contre les courbatures? Courbatures, arnica, je pense qu'on va en reparler dans l'émission. Alors, après, arnica, on va avoir effectivement un reportage. Et sinon, là, il y a par exemple un mélange. Alors moi, j'ai appelé ça ortie et compagnie, parce qu'il y a de l'ortie, puis avec d'autres choses. Et dans ce mélange-là, donc il y a de l'ortie, il y a de la feuille de cassis et de la reine des prés. Et ça fait une... Pour le montrer un peu mieux. Ça fait donc une tisane qui est analgésique, qui peut très bien convenir en cas de douleur comme ça, de courbature. L'ortie, vous prenez quoi? Les feuilles? La feuille. Donc on l'accueille avec des gants. Oui, il vaut mieux, oui. Non, mais pas pour vous, mais on pour on se désensibilise assez vite. Mais c'est vrai que il va avant la floraison. Ouais. Avant la floraison. Donc en ce moment, là, des fois, à la fin de l'été, il y a plein de régions, il y a des repousses. S'il y a eu un petit peu de pluie. Donc en ce moment, on peut encore en trouver des jeunes pousses d'ortie avant qu'elles fleurissent. Le cassis. Comment vous la rendez inoffensive Ah, mais une fois qu'elle est sèche en infusion, ça pique pas du tout. Hein. Voilà. On peut la manipuler. Les grands-parents, ils en mettaient dans leur soupe. Hein. Non, je sais, il y a des soupes d'ortie, c'est très bon, mais comment elle se défend quand elle est fraîche. Donc là, il y a les piquants qui sont comme des petites aiguilles qui injectent quelque chose qui ressemble un peu à l'acide formique. Mais une fois qu'elle est sèche, il n'y a plus de problème. Ah d'accord, on les prend, on les laisse sécher dans un coin et après on peut les manipuler. C'est-à-dire que là, c'est de l'ortie, ça. Et pour les courbatures, il n'y a rien, il n'y a pas des plantes qu'on peut mettre dans le bain? Il y a la pommade au calendula. La pommade qu'on peut mettre dans le bain? Non, pas dans le bain, mais quand on est sorti du bain. D'accord, non, mais il n'y a pas de plantes qu'on peut mettre dans le bain qui vont apaiser un peu les courbatures? Ça sent bon. C'est celle-là. Bon, moi je pense que on peut faire de façon plus simple, je pense comme ça. D'accord, la pommade au calendula après. D'accord. J'étais en train de dire ça sent bon, c'est pas du tout de l'ortie. C'est laquelle l'ortie? C'est là où il y a les trucs jaunes là? C'est la plus verte. C'est une plante très riche en chlorophylle. Voilà, c'est celle-là. Ah, ça sent bon. Et donc ça va faire, regarde. Non, mais non, elle est sèche de toute façon, mais elle est sèche. Voilà, ça fait rien. Voilà. Quelles sont les bonnes doses pour utiliser l'arnica? On va peut-être répondre à la question avant de voir le reportage ou pas? Oui? Oui, on me dit oui, on me dit rien. Oui, on peut répondre. Alors, les bonnes doses pour utiliser l'arnica. Et puis ensuite, on va voir un reportage sur la plante. Ça dépend sous quelle forme. Aujourd'hui, on ne l'emploie plus en usage interne. À une époque, ça s'est fait. Hein. Et dans ces cas-là, on voit que c'est une plante très puissante. La dose préconisée, par exemple, par le docteur Cazin, au 19e, c'était 1 gramme par litre. Donc, c'est vraiment rien. Hein. Donc, c'est une plante puissante. Après, bonne dose, en général, c'est plutôt sous forme de pommade. Il ne peut pas y avoir de surdosage, de toute façon. Mais c'est vraiment une plante qu'il faut, il faut pas faire n'importe quoi. Si on n'est pas averti, il vaut mieux consulter quelqu'un qui puisse prescrire et donner la dose. On peut faire une intoxication à l'arnica? Il faut faire attention. Alors après ça, il y a... Parce que par moment, je pose des questions, je me demande moi-même ce qui m'arrive. Après ça, il y a des sprays, notamment il y a un spray qui mélange de l'arnica avec une plante de Madagascar, la cadrafée. Et ça peut être des fois fort utile d'utiliser, par exemple, un spray à base de plantes, ça peut être intéressant. On va voir un reportage donc sur cette plante qui est utilisée depuis le Moyen-Âge et qui est l'une des plus vendues en pharmacie pour traiter les coups et les bosses. Oriane Baudin et Frédéric Capron ont suivi la cueillette de cette plante. Regardez. C'est ici, dans le massif du Markstein, à 1000 mètres d'altitude, que pousse l'or des montagnes. L'arnica est une fleur qui se mérite. Les cueilleurs le savent bien, eux qui chaque début d'été parcourent les pentes ensoleillées et escarpées des Vosges. Ça fait une petite quinzaine d'années que je viens. Et en fait, on n'a pas trop le choix parce que c'est ici, en fait, c'est un peu le pôle de l'arnica en France. C'est ici qu'il en reste vraiment, quoi. Tous les autres endroits en France, l'arnica a pratiquement disparu à cause du surpâturage, principalement. Les bonnes années, il se fait à peu près 15 tonnes d'arnica ici. Stéphane Meyer n'a pas son pareil pour parler de l'arnica. Cette sorte de grosse marguerite jaune qui a soigné des générations et des générations de blessures en tout genre. Je crois que c'est le remède le plus utilisé, je pense, en France. Bon, ce qui concerne les bobos, les petites blessures, les bosses, ouais. Si tu poses la question à n'importe qui, il a soit entendu parler de l'arnica, soit il en a dans sa pharmacie, dans la trousse de toilette, en pommade, en gel, en huile, en teinture mère, en granules, mais c'est sûr que l'arnica, elle est indétrônable. Au milieu des gentianes et des pensées sauvages, Stéphane coupe, cueille, sans relâche, méthodiquement.
Moi, pour les macérats huileux, je fais la cueillette de la fleur ou du bouton qu'on a ici. Après, pour tout ce qui est teinture mère, donc le macérat hydroalcoolique, on utilise la plante entière. C'est-à-dire, on va prendre aussi, il y aura toujours un petit bout de racine. Et c'est toute cette partie-là qu'on va couper et qu'on va mettre en macération dans la solution hydroalcoolique. La particularité de Stéphane, c'est qu'il démarre le travail sur place pour conserver toutes les vertus anti-inflammatoires et antidouleurs de l'arnica. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, il prépare les fleurs fraîchement cueillies. Premier geste, mettre un peu de sel au fond du bocal pour éviter aux pétales de rendre l'eau. Et on rajoute les fleurs et boutons. On remplit bien et pour qu'on ait un bon volume de fleurs qui corresponde avec un volume d'huile. Voilà, c'est pas mal. On va laisser un petit peu de place pour l'huile. Il faut savoir qu'avec cette méthode-là, on a quand même 25% de perte à peu près. Parce que on perd de l'huile parce qu'il y a les fleurs qu'on absorbe et on fait pas de pressurage derrière. Il y a de l'huile qui est un peu souillée, donc on fait des sélections et on garde pas tout. Donc on a entre 22 et 25% de perte. L'huile de tournesol, bio, hydratante et adoucissante, va permettre une meilleure pénétration dans la peau. Donc une fois que l'huile est mise, on ferme le pot et puis on va l'exposer au soleil. Il y restera 28 jours. Le temps que la nature fasse son travail et perpétue pour longtemps encore l'usage de ce remède ancestral. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur Chevalier? Thierry est toujours très sensible au fait que les plantes se raréfient, notamment l'arnica. Et on a quelque chose de très efficace avec l'huile de millepertuis. Les fleurs de millepertuis, on fait exactement la même chose, on l'a mis au soleil. Et c'est très intéressant. La seule chose, c'est que ça va pas être un peu photosensibilisant. C'est-à-dire ça peut créer éventuellement des rougeurs si on s'expose ensuite au soleil. Donc le mieux, c'est d'utiliser ça l'hiver pour les rhumatismes ou de ne pas s'exposer à ce moment-là au soleil. Alors c'est utiliser l'arnica, c'est sous forme de baume, d'huile, c'est ça? De pommade, plein de manières, ouais, surtout en externe donc. Mais c'est vrai que sur un hématome, c'est irremplaçable. Oui, d'accord. Et juste pour les douleurs, là, vous avez apporté quelque chose là, qui est pas mal pour les parents. Oui, voilà, pour les parents, les enfants. Oui, pour les parents qui ont des enfants. Voilà, qui ont des enfants. Mais ça arrive même aux grands, des fois, c'est par exemple le doigt écrasé dans une porte, des choses qui font très mal comme ça. Et ça, c'est vraiment un petit remède fabuleux. C'est une plante qui pousse en Corse, c'est l'hélicryse. L'hélicryse. Ou immortelle d'Italie. Donc là, c'est en huile essentielle, donc c'est très concentré. Hein. Voilà, on met une goutte, mais sur un choc comme ça, violent, sur un écrasement, c'est assez miraculeux. C'est intéressant. C'est un peu cher. Oui, mais bon, heureusement, on ne se coince pas les doigts trop souvent dans les portes non plus quand même. Ça sent bon. Oui, ça sent un petit peu le curry. C'est vrai. Ça se garde longtemps une fois que c'est ouvert ou pas? Quand même 2 ou 3 ans, c'est quand même assez stable. Ah, c'est pas mal. Donc il faut avoir quand même plusieurs enfants. Les rhumatismes. Alors les rhumatismes, ça regroupe tellement de choses, l'arthrose, puis des maladies. Mais est-ce que vous avez quelque chose contre les rhumatismes? Alors, on a plusieurs plantes. Disons l'arthrose déjà pour commencer. On a plusieurs plantes. Alors ça dépend de stade. Mais par exemple, pour mal de dos, on a l'arpagophytum, qui est assez intéressante comme plante. Quand on a un rhumatisme un peu aigu, quelle que soit la localisation, ça peut être la reine des prés aussi, on en a là, de la reine des prés. C'est laquelle? C'est celle-ci, c'est la fleur là. Donc c'est la fleur de reine des prés. Voilà. Donc on a quand même tout un tas de un panel comme ça. On a aussi la feuille de frêne, on a la feuille de cassis. Donc ça dépend un petit peu du type de douleur et de la localisation. C'est celle que je humais tout à l'heure. Si on veut faire plus local que l'arpagophytum, en fait, on a parce que l'arpagophytum vient d'Afrique du Sud, on a cette plante qui est un peu curieuse là, qui a une allure un peu curieuse. C'est justement cette partie-là qu'on utilise, c'est la racine, c'est la scrofulaire. Scrofulaire noueuse. Et donc c'est un peu l'équivalent européen de l'arpagophytum. La reine des prés. Il y a des molécules, des iridoïdes en fait qui sont communs avec l'arpagophytum. Donc c'est une plante extrêmement efficace comme anti-inflammatoire, avec comme toutes les plantes très efficaces, il y a quand même des précautions d'emploi. Donc c'est en cas de troubles cardiaques, on ne doit pas en consommer, et puis aussi en cas de troubles rénaux. Oui, mais pour les gens qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est vraiment une plante. De toute façon, effectivement, avant d'utiliser ces plantes, vraiment, on demande avis à des spécialistes. Il y a les plantes de tous les jours. Bon, c'est sûr qu'avec le cassis ou la reine des prés, à part les gens qui ont des ulcères à l'estomac, c'est pareil, c'est une plante qui est assez inoffensive. À part, etc. Il faut quand même faire attention. La scrofulaire, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est sur de courtes périodes. Oui, vraiment de courtes périodes. Un vrai médicament, cette plante. C'est pas très beau. Hein.
Non. Ça fait un peu chancre. C'est reconnu très efficace et on le voit par l'expérience sur les douleurs articulaires et là où il y a une déformation des articulations. Il y a une espèce de signature, hein. Ça peut faire penser un peu à des articulations déformées, quoi. Et donc cette théorie des signatures, on en a déjà parlé, il ne faut pas en faire un a priori. Mais a posteriori, en tout cas, c'est vrai que... Enfin, en tout cas, à une époque, on prenait en fonction de la représentation, de l'imaginaire, on se disait ça peut coller aux maladies. Et c'est vrai que c'est curieux, souvent... Bon, c'est vrai que quand on veut voir des signes, on les trouve, mais là, effectivement, il y a un signe qui est assez évident. Dans la médecine populaire, il est utilisé contre le cancer aussi, ça. Donc avec une efficacité limitée. Que les médicaments classiques. Voilà, exactement. On nous demande s'il y a des plantes qui soulagent les grosses crises de douleur. En gros, vous avez un matin très mal au ventre, très mal aux dents, très mal au dos. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont, quelle que soit la cause, qui peuvent vraiment calmer une douleur très importante? Alors, il y a parmi les plantes, quand même, on a pas mal de choses, évidemment. Alors, ça dépend, il faut toujours faire le diagnostic, bien entendu. Mais n'oublions pas de choses. Premièrement, c'est que la morphine qu'on utilise est issue quand même de pavots et qui a été utilisée pendant très longtemps. Et puis d'autre part, se pose maintenant la question aussi du cannabis, mais sur le plan strictement médical. C'est-à-dire qu'on a... Qui est déjà utilisé, notamment chez les malades qui ont des cancers, ou pour essayer de soulager. Dans certains pays, on l'utilise. Alors dans certains pays, actuellement, bon, il y a une législation très spécifique en France, mais si vous voulez, on a le Delta 9 THC, le tétrahydrocannabinol, je veux dire, qui a une certaine efficacité. Et puis depuis des années 90, on sait bien comment ça fonctionne avec les récepteurs 10 CB1, les récepteurs 10 CB2. Donc il y a une réflexion sur le plan strictement médical, qui est de dire, est-ce qu'on peut pas l'utiliser comme médicament? Mais ça veut dire indication, contre-indication, délivrance comme la morphine, etc. On rappelle que la culture est interdite en France. Ah, voilà. Il y en a un qui veut les cultiver lui-même. Je souhaiterais cultiver moi-même mes plantes médicinales, sous-entendu le cannabis. Quelles espèces antalgiques privilégiées? Je crois qu'on peut ramasser, enfin, comme on l'a dit, la reine des prés, par exemple, qui est l'aspirine végétale, qui est une plante qui est vraiment... Celle-là, on la cultive difficilement parce qu'elle pousse dans les marécages au bord de l'eau. Mais sinon, toutes les autres qui sont là, on peut les cultiver. Le frêne, il faut avoir un grand jardin, quand c'est un arbre. Est-ce qu'on peut cultiver, parce que les gens qui nous regardent, ils n'ont pas tous des grands jardins ou des parcs. Oui. Est-ce qu'on peut les cultiver dans des petits bacs qu'on aurait sur son balcon? À ce moment-là, il faut plutôt des annuels. C'est sûr qu'on ne va pas prendre des arbres, mais une matricaire, par exemple, ou même la grande camomille sur un balcon, ça va très bien pousser. Hein. Des fois, ça pousse directement sur le mur même. Hein. Donc, à ce moment-là, il faut privilégier les annuels, les plantes herbacées. Et si on le fait, là je pense aux citadins qui le font sur leur balcon, est-ce que la pollution diminue l'efficacité de la plante en tisane? Est-ce qu'il faut vraiment les laver beaucoup avant de les utiliser ou de les faire bouillir? Ça sera préférable, oui, les laver, oui. Mais je pense pas qu'il y ait d'études vraiment sérieuses qui permettent de dire si ça va diminuer l'efficacité, ça je pense pas. Et puis moi ce que j'ai envie de dire aux gens qui habitent, s'ils cultivent sur un balcon, ça veut dire qu'ils habitent pas très loin. Moi je leur dis souvent, ils arrêtent pas de respirer chez eux. Donc qu'est-ce qu'on consomme le plus dans sa vie? C'est l'air, quoi. Donc c'est vrai que bien du basilic et de la menthe sur leur balcon. On trouve quelquefois une plante qui est venue d'Afrique ou je sais pas où et qui a traîné dans des bateaux, dans des avions et puis si on la surmule sur son balcon. Il faut faire attention aussi, je dirais, quand on est sur le balcon, enfin quand on fait pousser quelque chose sur le balcon, à pas surutiliser des produits phytosanitaires. Hein. Donc c'est ce qu'on voit de temps en temps. On peut malheureusement polluer aussi son jardin avec des produits phytosanitaires qui sont mal utilisés. Hein. Donc faisons attention à ça. Et pour revenir à l'histoire du balcon, si on a besoin de façon continue, on va avoir quand même une récolte limitée. Donc je pense que les plantes sur le balcon, ce qui est intéressant, c'est les plantes condimentaires. Donc on peut... Les cornichons. Non, les romarins, comme condiment. Le romarin, le thym, effectivement, comme a dit Marina, le basilic, ou des choses comme ça, on peut très bien le faire. Hein. Est-ce que c'est vrai que la griffe du diable, encore appelée Arpagophytum, est un antidouleur très efficace? Oui, maintenant c'est connu et reconnu. Bon, ça pousse où, ça, la griffe du diable? Ça pousse en Afrique du Sud, oui. Kalahari, c'est originaire de là. Alors, il y a des essais donc on ne va pas le faire pousser en France, ça? Non. Il y a des essais de mise en culture, parce que c'est une plante qui commence à poser un peu problème au niveau de la ressource, qui pour l'instant n'ont pas l'air très très concluants encore. Donc ça vient d'un petit peu loin, mais c'est vrai que c'est reconnu, c'est efficace, ça c'est clair, quoi. Mal de dos, surtout mal de dos. Hein. Qu'est-ce qu'on prend comme tisane le soir quand on a des crampes douloureuses la nuit? Il y a une plante, je crois qu'on en a goûté une émission précédente, qui est bien pour les contractures comme ça, un petit peu musculaires, les crampes, c'est la monarde. On avait goûté ça une fois, le thé rouge, on l'appelait une infusion rouge, monarde ou thé rouge. Oui, ça c'est vrai, rouge, ça me dit quelque chose. Très intéressante. Donc on va chez le pharmacien, pareil, on demande de la monarde. Voilà, le pharmacien, l'herboriste, et on cherche de la monarde. C'est en tisane. Oui, et c'est une plante qui peut se prendre quand même pour le plaisir aussi, qui est très agréable, et puis qui peut se prendre sur un temps quand même assez long, sans contre-indication. Après, il faut vérifier qu'il n'y ait pas une composante vasculaire. Hein. Bien sûr.
sûr. C'est pas une phlébite. Bien sûr. Bien évidemment. Est-ce que le thym est aussi bon pour les maux de gorge qu'on le prenne infusé ou cuisiné? Infusé, oui, c'est vraiment bien. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est donc dans un petit ragoût, c'est moins bien. C'est bien aussi, mais ça sera moins efficace, quoi. Là, on va se mettre au-dessus, on va respirer ça, donc oui. Comment ça se fait quand vous mettez du thym dans de l'eau? Par exemple, mais là vous avez des préparations avec des huiles essentielles qui font un mélange. Et puis, on peut très bien mettre ça dans de l'eau chaude, le respirer par exemple. On peut faire des gargarismes aussi. Donc, il y a tout un tas de solutions comme ça avec les plantes qui sont efficaces et intéressantes. Ouais. Sinon, si on veut partir de la plante, il y a les deux écoles. Il y a les gens qui disent on met notre pincée de thym dans la théière, on verse l'eau froide et on monte jusqu'à ébullition. Et jusqu'au point d'ébullition, on arrête. Et puis après, il y a aussi les gens, l'autre école, qui dit on met la plante dans la théière, on fait bouillir l'eau à côté et quand elle bout, on la verse dessus. D'accord. L'avantage de la deuxième méthode, ça aseptise. Parce que s'il y a, et ça peut arriver dans une plante qu'il y a des germes, des choses comme ça, donc verser brutalement de l'eau bouillante dessus, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus intéressant. Sur la douleur, je voudrais dire une chose quand même aussi importante, c'est la perception qu'on peut avoir de la douleur. C'est-à-dire que si on est fatigué, si on est stressé, etc., on va avoir une douleur qui va être ressentie comme de façon plus aiguë. Donc il faut aussi prendre des plantes contre le stress. Ouais, ça peut être intéressant, comme l'aubépine par exemple. Après, on sait que quand on est en surpoids, on a tendance à être plus sensible à la douleur. Et puis, il y a des gens qui sont, entre guillemets, plus douillés que d'autres. Et donc, ça, c'est un petit peu génétique. Ça, on n'y peut rien. Ça, on n'y peut rien. Mais il faut toujours être suffisamment détendu. Après ça, je voudrais insister aussi sur l'aspect un peu hypnose. Et il y en a certains qui vont jusqu'à pratiquer certaines interventions chirurgicales sous hypnose. Donc ça, il faut que ça être extrêmement bien entraîné, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que cette perception est très importante pour la douleur. Et ceux qui ont des douleurs chroniques, eh bien, on peut se tourner aussi un petit peu vers l'hypnose, l'acupuncture, les choses comme ça. Beaucoup d'informations. De toute façon, on va continuer. Il y a un chat qui commence, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, Thierry Thévenin, vous avez préfacé ce livre qui sort dans quelques jours, de Pascaline Pavard et Moutsi, Cosmétique, le geste écologique. Donc c'est pas la douleur, mais c'est effectivement des tas de recettes pour se faire des cosmétiques soi-même et bio, j'imagine. Voilà. Il y a deux choses. Soit on apprend à faire soi-même, et puis aussi on apprend beaucoup, même si on veut acheter, au moins à acheter intelligemment et pas se faire avoir. Ça, c'est chez Edisud. Et puis pour tous ceux que donc les plantes intéressent, la fête des simples des plantes et des femmes aura lieu. C'est la 6e rencontre nationale des producteurs-cueilleurs de plantes médicinales. Les 1er et 2 octobre 2000 et 2 octobre 2011 au lac de Vassivière. C'est dans le Limousin. Pour tout renseignement, voilà le site qui s'affiche. Je disais, Michel, qu'il y a un chat qui